messieurs, chers confrères, chères consoeurs, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui au nom du syndicat de la presse sociale pour cette table ronde consacrée à un sujet qui nous concerne toutes et tous, à titre personnel comme professionnel, la santé mentale. Si nous avons choisi ce thème pour notre assemblée générale, c'est parce qu'il traverse aujourd'hui l'ensemble de notre société. Le monde du travail, le parcours de soins, la jeunesse, le vieillissement, l'engagement associatif, les solidarités familiales, mais aussi nos métiers de l'information. La santé mentale est devenue grande cause nationale pour la deuxième année consécutive. C'est évidemment un signal fort. Mais derrière cette reconnaissance institutionnelle demeure une question essentielle. Avons-nous réellement changé notre manière d'en parler? Car parler de santé mentale, ce n'est pas seulement traiter un sujet d'actualité ou commenter des statistiques. C'est aussi choisir des mots, des récits, des images. C'est décider de ce que l'on montre, de ce que l'on invisibilise, de ce que l'on banalise parfois, sans le vouloir. En tant qu'éditeur de presse mutualiste, syndicale et associative, nous avons une responsabilité particulière. Nos publications accompagnent des professionnels de terrain, des militants, des bénévoles, des adhérents, des citoyens engagés. Nous ne sommes pas des médias de flux. Nous avons le temps de l'analyse, de la pédagogie, de la nuance, et certainement aussi celui de l'attention aux personnes. La question qui guidera nos échanges aujourd'hui est donc la suivante. Raconter la santé mentale autrement, quelle responsabilité pour les éditeurs? Pour nourrir cette réflexion, nous avons le plaisir d'accueillir deux personnalités dont les regards sont à la fois complémentaires et éclairants. Julie Dachez, docteure en psychologie sociale, autrice et conférencière, dont les travaux ont enrichi notre compréhension des différences cognitives et des représentations qui leur sont associées. Le professeur Franck Belivier, psychiatre et ancien délégué ministériel à la santé mentale, qui a largement contribué à faire de cette question un enjeu majeur de santé publique. Je les remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Mais également à Séverine Bougnol, rédactrice en chef à la NGEN. Séverine animera cette conversation avec l'objectif de nous interroger très concrètement sur nos pratiques éditoriales, nos responsabilités et peut-être nos angles morts. Mesdames, Messieurs, merci de votre présence et de votre fidélité au SPS. Merci de votre engagement quotidien au service d'une information qui éclaire, qui relie et qui contribue au bien commun. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence. Je laisse maintenant la parole à nos intervenants. Merci à vous trois. Merci, Laurence. Tu peux profiter de ton micro, bien sûr. S'il te plaît, merci. Je vais pouvoir gérer le son de Julie. Impeccable. On va y aller directement, du coup. Oui, c'est une table ronde sur la santé mentale, et vous l'aurez compris, pas sous son angle médical, mais sur la manière dont les éditeurs de presse, les médias en général, peuvent la raconter ou pourraient peut-être la raconter autrement. On va articuler cette table ronde en 3 temps. Il nous a semblé intéressant de d'abord revenir sur ce dont on parle quand on parle de santé mentale, pour après examiner de manière un peu plus avec une loupe, de grossir sur le rôle des éditeurs, s'ils sont acteurs ou simples témoins. Et puis, on se projettera peut-être dans l'avenir pour savoir ce qu'ils pourraient faire demain. Quelles seraient les bonnes pratiques? Qu'est-ce qu'on pourrait changer ou pas? Donc, merci d'être là. J'entame tout de suite et je vais vous poser la première question, Monsieur Belivier. La santé mentale, c'est presque devenu un mot valise aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on met dessous
et inversement, qu'est-ce qui n'y rentre pas? Alors, pour répondre à cette question, moi j'aime bien revenir à la définition que probablement vous connaissez, mais qu'on peut rappeler que donne l'OMS de la santé mentale, parce que finalement elle permet de rentrer un petit peu dans le côté faux amis, ou en tout cas mot valise, comme vous l'avez indiqué, et donc de préciser un petit peu les concepts, et surtout de revenir sur finalement une confusion qu'on retrouve souvent dans les propos, dans les textes qui parlent de santé mentale. Donc l'OMS nous dit c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Bon, vous voyez, c'est une définition assez inclusive, mais inclusive au sens où il est question de santé mentale telle que, au sens propre du terme, mais également des pathologies psychiques. Le point que je pense le plus important de préciser, c'est d'indiquer que l'existence d'une pathologie psychique et la santé mentale sont en réalité deux dimensions orthogonales. On peut être porteur d'une pathologie psychique, et souvent c'est associé dans la conception qu'on en a à un état de souffrance psychique, mais on peut aussi avoir une pathologie psychique, y compris avec des termes un peu impressionnants, troubles bipolaires, schizophrénie, troubles anxieux, troubles du spectre de l'autisme, etc. Et avoir une bonne santé mentale. C'est ce qu'on appelle le rétablissement. Et puis on peut être indemne d'une pathologie psychique et avoir une santé mentale extrêmement dégradée, notamment lorsqu'on a à faire face à de la diversité, à des facteurs des événements de vie traumatisants, des situations de deuil, de perte d'emploi, de séparation affective, qui sont des situations où on connaît une dégradation très importante de sa santé mentale, avec même des niveaux d'incapacité, tout en étant indemne d'une pathologie psychique au sens terme. Donc c'est bien deux dimensions où on peut avoir une bonne santé mentale et être porteur d'une pathologie psychique rétablie. On conçoit souvent les pathologies psychiatriques comme des pathologies incurables, chroniques, durablement invalidantes. En fait, ce n'est pas exact, la littérature nous dit le contraire, on peut tout à fait se rétablir et avoir un bon niveau de santé mentale au sens où l'OMS l'entend, c'est-à-dire contribuer à sa communauté et à exploiter de manière satisfaisante son potentiel. Et à l'inverse, on peut être indemne d'une pathologie psychique et être en grave difficulté de fonctionnement. Voilà, je pense que ça permet de préciser les concepts et certainement Julie Dachez pourra peut-être compléter. Oui, puis Julie Dachez, je vais vous poser aussi une question complémentaire parce que quand on a préparé cette table ronde, on était d'accord sur un constat qu'on réduisait souvent la santé mentale à un individu. Et vous teniez particulièrement à revenir sur ce qui peut la déterminer. Oui, en fait, je crois que c'est vraiment important de parler des facteurs qui déterminent notre santé mentale, et dans nos représentations, on pense en général en priorité aux facteurs individuels, qui d'ailleurs interagissent entre eux, c'est-à-dire des facteurs génétiques, des facteurs neurologiques, des facteurs psychologiques. Mais il y a aussi des déterminants sociaux à notre santé mentale, dont on parle moins. Et il y a une revue systématique que je trouve très intéressante qui est sortie en 2018 dans The Lancet, qui a permis justement de cartographier ces déterminants sociaux de la santé mentale. Et il est question notamment du logement, de l'emploi, des discriminations, de la précarité, des violences qu'on peut subir dans nos vies et de l'isolement social. Et ce que je trouve vraiment intéressant aussi dans cette recherche, c'est qu'on y explique que historiquement, les recherches ont surinvesti l'exploration des facteurs individuels, des facteurs biologiques, et sous-investi l'exploration des facteurs sociaux. Et ça, c'est vraiment dommage parce que déjà, ça biaise notre compréhension de la santé mentale et ça favorise aussi les attitudes négatives à l'égard des personnes concernées. Parce que l'angle biologique, il individualise le problème
et il renforce la stigmatisation, là où l'angle social il va replacer la santé mentale dans un contexte collectif, avec donc une responsabilité qui est collective aussi. Et je vais donner un exemple que je trouve très parlant. Les personnes sans domicile fixe ont une prévalence de schizophrénie qui est 30 fois supérieure à la population générale, parce que, évidemment, perdre son logement, perdre son réseau, perdre ses repères, vivre dans une extrême précarité, tout ça, ça fait exploser le risque de décompensation. Et une fois à la rue, l'accès aux soins, il est quasi inexistant. Hein. Donc c'est important, je crois aussi, de mon point de vue, on ne peut pas parler de santé mentale et on ne peut pas faire de prévention en santé mentale sans parler de justice sociale. Voilà, je crois que les deux vont ensemble vraiment. Mais c'est donc une dimension qui fait partie des angles morts et qui fait que ça biaise aussi nos représentations. Alors on parlera, je crois, un peu après, moi je voudrais réagir, oui, on parlera après des évolutions de la manière dont les sujets sont traités, et je trouve que, mais on y reviendra, dans les évolutions récentes, je trouve que cette approche liée aux facteurs de milieu, comme vient de le dire Mme Lachaise, sont de mieux en mieux pris en compte. Mais c'est une évolution récente, et pour l'avoir vécu de près dans la fabrique des politiques publiques en charge de la feuille de route santé mentale et psychiatrie, on a vu une évolution importante dans la manière dont ces politiques publiques étaient portées, dans une idée de réforme, et on a progressivement évolué d'un pilotage par le ministère de la Santé seul. La feuille de route santé mentale et psychiatrie, elle a été lancée en 2019 par Agnès Buzyn au ministère de la Santé, et dans les évolutions sur les 7 années pendant lesquelles j'ai occupé ce poste, on a vu combien le portage interministériel de ces politiques publiques devenait indispensable pour inclure des politiques du logement, de lutte contre la précarité, de lutte contre les violences, d'accès aux loisirs, enfin au sport et à la culture, qui sont autant de déterminants, comme l'a dit Mme Lachaise, de la santé mentale d'une population. Donc je trouve que c'est une évolution très récente, mais en tout cas qui me semble aller dans le bon sens pour reconnaître que les déterminants de santé mentale, enfin que le ministère de la Santé n'a pas le monopole de l'action sur les déterminants de santé mentale d'une population. Et quand on agit sur ces déterminants, positifs ou péjoratifs, de la santé mentale d'une population, eh bien on inclut évidemment les personnes qui, dans leur parcours, ont besoin à un moment de soins, mais donc, qui là, pour le coup, relève du ministère de la Santé, mais pas seulement. Mais néanmoins, je crois, Julie Lachaise, que vous regrettez qu'il reste encore beaucoup d'idées reçues sur les personnes qui ne sont pas en bonne santé mentale ou particulièrement atteintes de troubles psychiques. Oui. Disons que le regard, il a évolué. Bon, par exemple, j'interviens très souvent en entreprise et je vois que c'est beaucoup plus facile en entreprise de parler quand même de dépression, d'anxiété, de burn-out, d'autisme même, etc. Mais je crois qu'au sein de la société de façon générale, le regard, il n'a pas évolué de façon uniforme. C'est-à-dire qu'on parle plus facilement de dépression, d'anxiété, de burn-out, mais la schizophrénie, les troubles bipolaires, les psychoses, ce sont quand même des diagnostics qui restent très stigmatisés, avec beaucoup d'idées reçues, et souvent une présentation dans les médias notamment, en lien avec la violence, la dangerosité de ces personnes. Alors qu'on le sait qu'actuellement, ce sont des personnes qui sont bien plus souvent victimes de violences qu'elles n'en commettent. Bon. Et il y a aussi quand même une autre idée reçue qui persiste, c'est l'individualisation en termes de prévention de santé mentale, c'est-à-dire des conseils qui sont importants, du style, voilà, il faut faire du sport, il faut manger équilibré, il faut, pourquoi pas, méditer, etc. Bon, certes, mais j'y reviens, tout ça est important, mais ça ne change rien quand le problème, c'est un emploi précaire, un logement insalubre, une discrimination. Donc parfois aussi, ces conseils-là, ils dédouanent les structures qui dégradent la santé mentale. Et puis je crois qu'il y a une autre idée reçue aussi, en tout cas que moi j'observe, c'est l'idée que
la neurodivergence ou le handicap psychique, c'est un déficit à compenser. Ça c'est très clair pour moi dans l'autisme, qui est quand même le sujet que je connais le mieux. J'aurais peut-être plus de mal à en parler pour les autres conditions, mais pour l'autisme c'est très clair, où à tel point on a des hommes et des femmes politiques qui peuvent se défendre d'être autistes. Hein, par exemple, voilà, je ne suis pas autiste, j'ai entendu les Français. Donc ça dit bien en creux à quel point l'autisme est perçu comme une tare, si on se défend d'être autiste. Hein. Or, il y a un certain nombre de personnes qui quand même remettent en question cette vision et qui considèrent que le problème, c'est pas tant d'être autiste, le problème c'est d'être autiste dans un monde qui n'est pas adapté à nos particularités de fonctionnement. Et c'est ça qui peut créer des situations de handicap. Hein. Et ce modèle social du handicap, on va considérer que le handicap, c'est cette rencontre entre des particularités de fonctionnement, des difficultés et un environnement inadapté. Je trouve que ce modèle social du handicap, il n'est pas si souvent que ça abordé dans la presse et même dans les discours politiques. Oui, donc voilà. Vous m'offrez une transition toute faite pour parler justement de la manière dont les médias parlent de santé mentale. Voilà. Et la question qu'on pouvait se poser, qui peut intéresser les éditeurs, c'est, sans les mettre en cause, mais c'est est-ce que dans notre travail, on reflète je dirais cet angle social, puisqu'on est au syndicat de la presse sociale dans la dimension de la santé mentale, ou est-ce qu'on contribue en fait à nourrir des idées reçues? Quel regard vous portez, monsieur Olivier, quand vous lisez les journaux? Bon, ben, donc là, je vais énoncer un point de vue, puisque je n'ai pas... oui, il faut s'autoriser les points de vue. Je n'ai pas l'image globale de la production dans la presse, mais je note quand même une tendance. Ce sujet est beaucoup plus abordé. Si je regarde les tendances sur les dernières années, je trouve que la place prise dans ces questions relatives à la santé mentale, qu'il s'agisse des approches un peu holistiques, comme vient de le souligner Julie Dachez, ou des progrès de la recherche, ou finalement des situations individuelles. Là, je parle de la place donnée à des témoignages, soit sous forme de coming out, comme l'a fait Nicolas Demorand, soit dans des relais de la parole donnée aux personnes concernées, aux familles et aux professionnels. Je trouve quand même qu'on a un volume de publications qui va en très forte augmentation et du coup ça contribue quand même à visibiliser le sujet, même si on peut dire que la manière dont les sujets sont traités comporte encore des maladresses. Enfin, on a eu quand même des publications de bonne qualité et d'une période où finalement le sujet n'était abordé que sous l'angle du fait divers, catastrophique, dramatique, etc. Eh bien, on a eu quand même beaucoup de publications de fond, année après année. J'ai l'habitude de dire que nos sujets à nous, santé mentale et psychiatrie, n'avaient jamais fait la première page du Monde. Et donc c'est quand même pendant ces années-là qu'on a vu des grands titres s'emparer du sujet. Et encore une fois, sur la manière de le traiter, il y a encore beaucoup de choses à dire. Insister quand même sur un point. Donc la déstigmatisation va crescendo. Je trouve quand même qu'il y a des signaux intéressants, mais on est quand même encore sur des sujets stigmatisés, très stigmatisés, par les politiques, par les journalistes, qui emploient des termes à tort et à travers, en tout cas de manière très stigmatisante encore maintenant, et puis à la faveur de faits divers où il y a des raccourcis qui sont très rapidement faits sur maladie psychique égale dangerosité et violence, ce qui est contredit, et il faut quand même le marteler ça, ce qui est contredit par les statistiques. Les personnes porteuses d'une pathologie psychique ne sont pas des gens dangereux, quoi qu'en disent les représentations sociétales de ces questions-là, les statistiques contredisent cela
il y a une très grande minorité, une toute petite plutôt minorité d'actes médico-légaux pénalement répréhensibles qui sont commis par des personnes porteuses d'une pathologie psychique. Donc ça, il faut continuer à marteler. Donc voilà, il me semble qu'on est quand même sur une tendance positive, mais je veux bien être challengé par Julie Dachès sur cette question. Je voyais opiner du chef. Donc vous aussi, vous constatez des avancées tout de même, avec peut-être encore une marge de progrès. Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'effectivement, le volume de publications sur ce sujet a considérablement augmenté. Je pense que la santé mentale, grande cause nationale, a beaucoup contribué. Après, effectivement, le traitement reste hétérogène. Ça, c'est certain. Et la question, c'était, en gros, est-ce que les médias, ils reflètent la représentation? Est-ce qu'ils contribuent à les façonner? Enfin, ce que dit la recherche, alors moi je ne suis pas une spécialiste, mais avant j'ai été regarder un peu, ce que dit la recherche très clairement, c'est que les médias, ils contribuent à façonner nos représentations. Donc c'est vrai qu'ils ont vraiment un rôle très important à jouer. Et là pareil, j'avais vu une étude que j'ai trouvée hyper intéressante de 2017, où les chercheurs ont analysé les commentaires qui étaient postés par les lecteurs et lectrices sous plus de 500 articles qui traitaient de schizophrénie, dans 8 médias en ligne. C'était aux États-Unis. Et ce qu'on observe, c'est que quand l'article présente la schizophrénie sous un angle qui n'est pas stigmatisant, les lecteurs et lectrices, ils postent beaucoup moins de commentaires stigmatisants et ils sont aussi plus enclins à parler de leur propre histoire, de leur propre vécu. Donc en fait, le cadrage de l'article, il donne tout de suite le ton de la conversation. Hein. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et ça veut dire que, évidemment, il y a une responsabilité, ça vous savez, dans la façon dont ces sujets sont traités, quoi. Et de ce que ça implique ensuite pour les personnes concernées. Est-ce qu'on va leur louer un appartement? Est-ce qu'on va les embaucher? Est-ce qu'on va les croire quand elles prennent la parole? Par exemple, les femmes avec un trouble psychique pour dénoncer des abus sexuels ou autres. Donc tout ça, ça joue. Mais du coup, passer quand même par des récits individuels, ça serait mieux ou c'est un risque au regard du fait qu'on ne faut pas réduire la santé mentale aux individus? Je vais y revenir, mais je voudrais rajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit sur l'évolution. Comme l'a dit Julie Dachès, il faut embrasser une certaine complexité quand on parle de santé mentale. Donc, la qualité des articles, elle se mesure aussi à la capacité des journalistes, enfin des rédacteurs, à embrasser cette complexité de phénomènes qui sont de nature diverse, multidéterminés, avec des déterminants individuels et des déterminants sociétaux. Et ça fait quand même, pardon, mais une littérature qui est un peu compliquée à écrire, tout simplement. Souvent, soit on n'a pas la place, soit on est contraint par le temps. Traiter d'un sujet de santé mentale, c'est nécessairement aborder une complexité. Et voilà. Et là aussi, je trouve qu'il y a des progrès. On peut noter des progrès dans la sophistication, dans la profondeur des articles qui sont publiés. Évidemment, pas une généralité. Pour répondre à votre question, et là on aborde finalement la troisième partie de la table ronde d'une certaine manière, c'est qu'appelons-nous de nos voeux. Dans mes fonctions au ministère, je me suis occupé, il y a des aspects assez techniques sur lesquels je ne vais pas revenir, mais je me suis attelé à faire plusieurs tours de France pour aussi suivre ce qui se passait au niveau local dans la mise en œuvre des réformes qui étaient décrites dans cette feuille de route. Et là, on est au cœur d'une expérience très terrain de conduite du changement. Et ça donnait, avec des assistances de 200 ou 300 personnes, puisqu'on réunissait les acteurs, les parties prenantes de la région, que ce soit les représentants des usagers, des patients, des professionnels. Donc ça donnait des réunions assez animées. Et il faut, pour faire passer des idées, des perspectives sur le changement, etc., on doit faire œuvre de pédagogie. Et j'ai noté à plusieurs reprises, souvent j'ai pris l'habitude de me faire accompagner, soit d'un médiateur de santé pair, soit d'un représentant des usagers,
Et souvent, on portait la parole à deux. Et j'ai noté que cet exercice pédagogique, en tout cas la taille d'effet produit sur une assistance, était beaucoup plus importante quand c'était une personne concernée qui parlait que quand c'était moi qui faisais ma présentation un peu techno de mes réformes. Donc je pense que donner la parole à l'expérience, donner la parole aux personnes concernées, aux aidants, ça produit un effet beaucoup plus important, et ça boucle avec... c'était ma question sur raconter une histoire individuelle. Voilà, c'est ça, c'est beaucoup plus efficace. Oui, c'est plus efficace. Pareil, Julie, je vous voyais opiner, pour vous aussi, mais quel regard vous portez justement sur cette dimension? Sur les témoignages, les récits individuels? Je ne sais pas si c'est plus efficace la parole individuelle. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle est aujourd'hui davantage valorisée. Je sais que moi, il y a 10 ans, quand j'ai commencé à parler ouvertement d'autisme, il y a plus de 10 ans maintenant, un article sur l'autisme ou une émission de radio ou autre, on allait inviter un psychiatre, éventuellement un parent d'enfant autiste. Aujourd'hui, on a des journalistes qui viennent plus facilement contacter des personnes autistes. Alors moi, en l'occurrence, je peux parler de mon expérience, qui me contactent moi, et c'est vrai qu'ils valorisent mon savoir expérientiel, c'est-à-dire le savoir basé sur l'expérience. Avec parfois un petit biais aussi, c'est que du coup, tout mon savoir, quel qu'il soit, même quand il est académique, est tout de suite ramené à la question du témoignage. Alors, je ne propose pas que ça, mais bon, rien n'est jamais parfait. Mais en tout cas, c'est sûr que ça tend à se développer, et parler de son vécu, c'est proposer aux personnes qui nous écoutent un contact social indirect, on n'est pas face à face en train de discuter, mais un contact social quand même. Et ça nous aide pour repenser les représentations et améliorer les attitudes vis-à-vis des personnes concernées. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une avancée positive, le fait de donner davantage la parole aux personnes concernées. Mais du coup, sur cet aspect-là, est-ce que vous avez le sentiment que les réseaux sociaux ont pris une place un peu plus grande que les journaux, les médias classiques? Julie, je vous laisse répondre d'abord. Est-ce qu'on s'exprime Ils ont pris une place plus importante, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les personnes concernées et les personnes historiquement minorisées se sont emparées des réseaux sociaux, comme d'autres moyens de communication, comme les podcasts aussi, pour pouvoir porter une parole, qui sinon dans les médias traditionnels était difficilement entendable, qui trouvait difficilement sa place. Et peut-être que le fait que les réseaux sociaux aient permis cette libération de la parole, et bien ensuite, dans les médias plus traditionnels, ça a suivi. Mais là, c'est juste une hypothèse, je n'ai pas de données là-dessus. Je parlais d'un sentiment, effectivement. Non, mais je suis assez d'accord mais là encore, je vais retransmettre des témoignages qui ont été faits. Je suis d'accord que la possibilité de discuter ou de délivrer des messages liés à son expérience personnelle sur les réseaux sociaux a contribué à légitimer la parole, parce que c'est souvent dans des cercles qui se trouvent être favorables pour que la personne s'exprime. Les premières manifestations de cette libération de parole au travers des réseaux sociaux, on en a clairement une illustration éclatante, c'est dans les blogs qui ont été mis en place, soit par des professionnels, invitant les personnes concernées à discuter entre elles, soit par les associations de patients ou de proches, où là, effectivement, la communication est quand même facilitée, légitimée. Donc je pense que cet accès à des moyens de communication finalement extrêmement puissants pour créer des communautés, rejoindre des communautés, facilite la libération de la parole, clairement. Oui, donc c'est les personnes elles-mêmes qui bousculent, qui nous font avancer. Il le faut. Ouais. Mais justement, si maintenant on reparle des éditeurs et de leur rôle et des solutions envisageables, vous parlez vos voeux, très concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? On a déjà dit des mots, etc. Mais
dans un monde meilleur, comment vous le verriez, un journal qui fera un article sur la santé mentale? Je pense Il y que a des exemples multiples. première idée, c'est que les communautés éditoriales intègrent en leur sein des personnes concernées. Ça serait un moyen très efficace de veiller à ce que les écrits ne soient pas stigmatisants. Nous, par exemple, au ministère de la Santé, on a l'habitude de faire viser par des représentants de personnes concernées ou par des représentants d'aidants les textes que l'on produit à visée de communication ou à visée dans le cadre de la fabrique des politiques publiques. Donc je pense que c'est une bonne habitude d'avoir en son sein finalement un représentant porteur d'un savoir expérientiel qui va pouvoir aussi contribuer à l'acculturation d'une communauté. On a des effets très positifs de l'intégration de personnes concernées rétablies dans les communautés professionnelles en général. Mais ça serait encore plus vertueux, entre guillemets, dans une communauté professionnelle qui a vocation à délivrer des messages pour l'ensemble de la population. Donc voilà, nous, soignants, on est maintenant dans un mouvement où on intègre au sein des staffs soignants des personnes concernées dans un rôle d'aidants et de soignants dans les staffs à l'hôpital, ce qu'on appelle la pérédance professionnelle, qui a vocation à beaucoup se développer avec des expériences très, très positives. Donc ça, ce serait une première chose. Peut-être que sur ce premier point, on peut laisser réagir Julie Dachel. Vous avez aussi, vous, des principes ou des réflexions peut-être simples que les rédactions pourraient intégrer. Donc on évoquait là le fait d'intégrer les personnes concernées dans nos comités édito, au sein de nos rédactions. Oui, il y a ça, et donc bien sûr du coup de les rémunérer aussi pour leur expertise, parce que parfois, moi je sais qu'on m'a déjà sollicité pour mon expertise, pour relire des articles, parfois des scénarios de films, etc., mais bénévolement. Et là je dis toujours, bah non, ça peut pas fonctionner, quoi. Il y a autre chose peut-être, c'est ce que j'ai observé parfois, hein, c'est soit le récit qui est fait de la personne, c'est un récit misérabiliste, avec, on l'a déjà évoqué, une personne qui souffre, etc., soit un récit héroïque, avec une personne qui est un génie ou qui a un talent caché malgré son handicap ou grâce à son handicap parce qu'elle aurait dépassé son handicap ou je ne sais quoi. Évidemment, ces deux narrations, elles sont quand même réductrices. Il y a beaucoup de personnes concernées qui mènent des vies ordinaires, avec des galères, avec des moments de joie, comme tout le monde. Et je crois que c'est un peu cette normalité aussi, qui manque dans la couverture de la santé mentale, de mon point de vue. Tout à fait d'accord. Et donc là, on vient de parler d'une stratégie pour... Mais finalement, avant cela, parce qu'intégrer en son sein dans une communauté professionnelle une personne conservée de savoir expérientiel, je pense que c'est très efficace, mais la réalisation est pas forcément facile. Mais en tout cas, il faut tendre vers ça. Mais avant cela, lorsqu'on traite un sujet, on le traite assez facilement avec les experts. Donc le professeur machin qui est très renommé dans tel domaine, bon, ça peut être un professeur de socio d'ailleurs, hein, mais il ne s'agit pas que de parler de la neurobiologie, des pathologies psychiatriques. Mais je trouve que intégrer dans un sujet traité des représentants le point de vue ou l'expérience de personnes concernées ou des représentants d'associations assez systématiquement, c'est toujours très enrichissant. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi compléter par des formations, des journalistes, peut-être des chartes, peut-être des protocoles? Alors, les formations, elles existent. C'est un programme de formation des étudiants en journalisme et des journalistes, qui est un programme qui est toujours porté par le ministère de la Santé sur ce sujet précis. C'est le programme Papageno. Donc cet enjeu-là, il est bien identifié. Le succès rencontré par Papageno, il est comment dirais-je, il est mitigé.
Ceux qui ont participé à ces formations trouvent ça formidable, ont trouvé ça formidable, enfin, le retour que des étudiants en journalisme ou des journalistes qui ont participé à ces formations sont assez enthousiastes. Après, l'engouement et le nombre de personnes qui sollicitent cette formation, voilà, il n'y a pas de... Ça n'a pas été une ruée, Oui. mais il faut donc continuer à faire de la publicité pour ces formations qui existent, de même qu'il existe des formations pour les élus. Alors, il y a des expériences pilotes qui ont rencontré un grand succès, notamment en Bretagne. Donc cette formation, elle est effectivement très importante, justement pour déconstruire les idées reçues. Je vais me permettre, c'était pas prévu, mais un témoignage personnel. J'ai eu la chance de faire une formation premiers soins en santé mentale. C'était en termes de prévention et je l'ai suivi et ça a tout changé pour moi. Et je me disais que tout citoyen devrait suivre ce type de formation puisqu'on parle des différentes pathologies, il y a des chiffres, ça nous déconstruit pas mal d'idées reçues également. Et puis, on a un protocole pour savoir agir quand on sent que quelqu'un ne va pas bien. J'ai trouvé ça assez extraordinaire et ça serait... voilà. Pardon, je me suis un peu... mais je sais pas ce que vous... Voilà. La publicité pour le... Ça se répand un peu, je vois que dans des universités aussi, il y a ces formations-là. Je sais pas, votre regard à vous, Julie? Je ne l'ai pas faite, mais je compte la faire parce que je crois qu'elle est très importante et de la même manière que tout un chacun devrait savoir faire un massage cardiaque. Je crois que c'est très important aussi de savoir comment réagir quand une personne a des problèmes de santé mentale et est en situation de crise. Non, mais si vous pensez qu'on fait un petit encart sur le secourisme en santé mentale, comme c'est un de mes bébés, je l'ai déjà fait, mais on lance des idées. Mais dans le média dont je m'occupe, on l'a fait justement, parce que j'étais vraiment emballée. Je reviens, une question plus large, finalement, j'étais en train de me demander si on parle parfois de communication responsable, enfin de plus en plus. Est-ce qu'on pourrait parler aussi de journalisme ou d'édition favorable à la santé mentale? Une sorte de label, enfin une reconnaissance, je ne sais pas. Je voulais que je réponde Je ne sais pas, c'est une question que je... Si vous ne pouvez pas y répondre, j'en ai d'autres. Non, je voulais laisser la parole à Julie Lachette si elle souhaitait répondre d'abord. Mais... Non, j'avoue, je n'ai pas d'avis là-dessus, je n'ai pas réfléchi à cette question. Cette question se pose, s'est posée de manière très vive sur les médias en ligne, notamment dans le contexte lutte contre les fake news, etc. Avec certains éditeurs, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, comme YouTube notamment, qui se sont appropriés cet enjeu de lutte contre les fake news, et dans le domaine de la santé mentale et de la psychiatrie, il y a beaucoup d'analyses qui circulent, pour faire labelliser des contenus, soit par l'OMS, soit par un ministère, en France le ministère de la Santé, et on a eu plusieurs réunions. Leur idée était que certaines publications puissent bénéficier d'un tampon, entre guillemets, avalisé par le ministère de la Santé ou avalisé par l'OMS. Je trouve que la démarche est bonne parce que ça garantit aux lecteurs, aux consommateurs de l'information, qu'il a là un contenu qui n'est pas tout à fait le même que le contenu d'à côté. Donc je pense que cette démarche-là, elle est vertueuse, mais et on pourrait tout à fait imaginer un label. Après, quand je vois la cadence de production, je reviens sur voilà, entre le moment où on est sollicité pour fournir du contenu pour un article en journalisme et le moment où il doit le sortir,
je ne vois pas à quelle étape la validation du contenu pourrait suivre un circuit de labellisation. Mais c'est vrai que du point de vue du consommateur, je pense que la validation du contenu, comme on a des Nutri-Score pour l'alimentation, ça serait tout à fait intéressant. Pour avoir une sorte de repère. Voilà. Et je pensais à une autre dimension, Julie. Alors là, c'est plutôt pour les personnes concernées quand elles lisent nos journaux. On parle aussi de plus en plus de langage clair dans la rédaction de nos articles. Parce que c'est bien de traiter de santé mentale, mais aussi il faut être peut-être accessible au plus grand nombre. Je pense aussi aux personnes handicapées, ou enfin tout type de handicap. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Le langage clair, non, ça ne me parle pas. Moi, je vois que le facile à lire et à comprendre. Oui, ben c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Oui, D'accord. oui. Le FALC. Oui, tout à fait. Oui, oui. Okay. Ouais. Alors, effectivement, le FALC, c'est très intéressant pour les personnes, par exemple, qui ont une déficience intellectuelle ou pour des personnes qui ont subi un AVC ou voilà. C'est un résumé du texte avec un langage adapté, c'est-à-dire des phrases courtes, sujet, verbe, complément, des mots vraiment du langage courant. Et donc, il y a des spécialistes dont c'est le métier de traduire un langage commun en facile à lire et à comprendre, en FALC. Ça, c'est vrai que c'est aussi une bonne pratique, je pense, pour s'adresser au plus grand nombre. Vous ne pensez pas, Julie, qu'on aura bientôt des applications qui vont être capables de traduire en masse des contenus en FALC de manière quasi automatisée? Moi, je pense que c'est certainement, tout à fait... avec l'IA, certainement. Oui, ça va être tout à fait accessible à des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, de ce point de vue-là, on peut voir une application plutôt positive et vertueuse de l'IA pour systématiser des traductions en FALC. D'accord. On arrive un petit peu à la fin avant de donner la parole à la salle. J'ai quand même une dernière question. Donc si on se projette dans, je sais pas, 5 ans, qu'est-ce que vous imaginez ne plus voir du tout? Si vous aviez un tri à faire, et ce qu'on aimerait voir. Et inversement, bien sûr, et quelle bonne pratique. Julie, vous voulez commencer? Alors, moi déjà, mais je crois que là-dessus on va effectivement être d'accord, j'aimerais ne plus jamais voir un article de faits divers qui titre sur le diagnostic psychiatrique de l'auteur. Les rares fois où ça arrive et où les personnes avec des troubles psychiques s'avèrent être des agresseurs ou agresseuses, encore une fois c'est très rare. Et par exemple, un schizophrène agresse un passant ou que sais-je, non, on ne titre pas un diabétique agresse un passant. Donc en fait, là il y a une vraie asymétrie. Et donc je pense qu'il faut vraiment prendre garde à ça. Et puis, ce que j'aimerais voir dans 5 ans, c'est des personnes invitées dans les médias, et j'en parlais tout à l'heure, mais non pas pour raconter leur souffrance, mais pour commenter l'actualité de leur vie et de leur domaine d'expertise en fait. Oui. Voilà. Et ça a été dit tout à l'heure aussi, c'est vrai que la santé mentale c'est complexe, mais donc ça nécessite de former les journalistes pour traiter de ce sujet avec de la nuance, avec des données, avec un respect de la personne concernée, en tenant compte aussi de la question de l'intersectionnalité, parce que c'est pas pareil d'avoir un trouble psychique quand on est une femme noire ou un homme transgenre, par exemple. Voilà, ça complique quand même considérablement les parcours de vie. Donc voilà, en gros. Oui, merci. La nuance pour vous aussi? Alors, moi, des choses très concrètes. Je pense qu'il faut bannir de notre langage les termes stigmatisants, traiter une situation de schizophrénique ou une personne d'autiste. C'est encore très courant, y compris chez des gens qui ont une audience, des politiques notamment, qui ont une audience très importante. Je fais référence à un clip qui a été fait par l'UNAFAM, qui a recensé, qui a fait des captures de prise de parole, soit à l'Assemblée, soit prise de parole publique, avec l'emploi inapproprié de ces termes. Donc je pense qu'il faut faire attention à
fait que le langage est le support de la pensée n'est plus des démonstrations, n'est plus à démontrer. Donc voilà, ça c'est la première chose. Ce que j'aimerais voir, c'est beaucoup plus d'audience, enfin que finalement les médias contribuent à porter la voix des personnes concernées et des aidants. Je pense que c'est très structurant pour une société que cette parole soit entendue, visible, et aussi, et bien sûr dans un objectif entre guillemets de normalisation, en tout cas voilà. Et puis la fréquence de ces situations et de ces troubles nous invite à justement être beaucoup plus inclusif et à normaliser et à ne pas stigmatiser ces situations. On pourrait faire une petite enquête dans cette salle. On est un quart ici à avoir eu à connaître une période de troubles psychiques invalidants, ou soit chez nous-mêmes, soit chez un de nos très proches. Donc je pense que c'est là un enjeu très important de reconnaître que finalement ça fait partie de notre diversité, et il n'y a rien ne justifie d'être exclu à ce titre-là. Donc voilà, je trouve que la tentation quand on est un professionnel de la communication, c'est évidemment de se centrer sur l'exceptionnel, le remarquable, l'inédit, mais que du coup ça donne des communications qui systématiquement donnent dans le catastrophisme, alors qu'en fait dans ce domaine-là, il faut aussi parler des engagements citoyens, des progrès qui sont réalisés par la science, par les organisations communautaires, des expériences réussies de communautés inclusives. Et il faut aussi parler de ça pour contribuer à donner l'espoir et ne pas voir que l'aspect négatif, surtout dans une période où on en parle beaucoup, et comme en ce moment, ou si on en parle que sur le versant négatif, bah, du coup on ne voit pas non plus les engagements politiques, les engagements financiers, les engagements des collectivités locales, des associations qui font un travail formidable. Et ça, ça pourrait être je dirais, des productions qui sont attirantes au-delà du catastrophisme. Et puis c'est un champ, le champ de la recherche en sciences humaines et sociales, en neurobiologie, enfin bref, c'est un domaine de recherche qui explose. Il y a énormément de belles histoires à raconter autour de la compréhension de ces phénomènes qui sont sous la bannière de santé mentale et psychiatrie, et je trouve que là il y a encore des marges de progrès. Voilà. Je suis sûre que Julie est d'accord avec vous. Ouais. Bon bah écoutez, merci. Je trouve que c'est très anti-inspirant aujourd'hui, mais enfin ça va nous faire gamberger pas mal. Je préfère le dire comme ça. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer la parole un petit peu à la salle. Je pense que vous devez avoir des questions. Pour vous aider, moi j'en ai une à vous poser au regard de notre discussion. Qu'est-ce que vous, en tant que représentant de médias, qu'est-ce qui vous est le plus difficile de mettre en pratique sur cette question-là? Ou pas? Dans nos lignes éditoriales, question piège pour commencer, mais vous pouvez en poser une autre. Alors, on n'a pas eu le micro qui arrive ici. Bonjour, merci déjà pour vos échanges très enrichissants. Parmi les exemples que vous avez donnés, ce qui me semble compliqué à réaliser pour nous, c'est d'intégrer les personnes concernées aux comités éditoriaux. En termes de pratique, de temps, d'espace, vous l'avez dit, c'est assez difficile. Par contre, je voudrais souligner autre chose. Quand vous parlez d'intégrer les personnes concernées, les aidants, sous la forme de témoignages, par exemple, dans les articles, c'est nous, en tant que
journaliste, ça reste quelque chose de très intéressant pour nous parce que pour que ça intéresse aussi nos lecteurs. C'est pas seulement l'idée de porter la parole des personnes concernées par la maladie mentale pour aider au combat de la reconnaissance, mais ça intéresse aussi les gens qui nous lisent. Donc le témoignage, c'est quelque chose qu'il faudrait encore développer, sans tomber dans le sensationnalisme, bien sûr. Qu'est-ce qui vous paraît difficile dans l'intégration d'un... C'est en termes organisationnels. C'est vraiment pratique, le temps qu'on a pour rédiger nos articles, le temps qu'on a par rapport à l'impression. Enfin, c'est vraiment, on a toute une organisation à revoir si on voudrait procéder comme ça. Vous voulez dire qu'on n'aurait pas le temps de la relecture? On n'aurait pas le temps de la relecture. Après, les personnes, il faut les trouver. On va de rémunération aussi. Je ne sais pas si c'est toujours possible pour les rédactions. Le conseil que je peux vous donner, c'est l'essayer, c'est l'adopter. En tout cas, peut-être commencer par une expérimentation, faites-le une fois ou deux. Je pense que les associations de personnes concernées, d'usagers, enfin de familles, se prêteront à l'expérimentation. Mais mon expérience, c'est que c'est extrêmement enrichissant. Une autre question? Moi, j'en ai une encore. Est-ce que vous avez eu des retours de lecteurs sur la manière dont vous traitez de santé mentale? Ou lorsque vous avez fait un article dans ce domaine, il n'y a pas de réaction particulière? Très peu. Très peu. Très peu. Et pourtant, ça nous concerne tous. Oui. Nous, très peu. Moi aussi. Toi aussi? Oui. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas un sujet qui va solliciter davantage de retour de la part de notre lectorat qu'un autre sujet. Non, sûrement, je crois qu'on Mais c'est peut-être justement lié sur la manière dont on le traite et à ce qu'on disait, le bon angle, la bonne manière et avoir des personnes concernées avec nous. Leur donner la rédaction en chef sur un numéro, par exemple. Oui. Être des innovations. Oui. Ça fonctionne là, oui. Oui, ça s'anticipe, effectivement, comme le disait Delphine. Mais c'est une excellente idée, effectivement, de construire un numéro, un dossier, à la fois avec nos équipes et à la fois en confiant une responsabilité à des personnes en situation de difficulté. Et dans ce cas-là, effectivement, il y avait quand même une anticipation par rapport à notre organisation classique, que l'on connaît nous, au niveau des rédactions. Mais tout à fait, c'est une très bonne idée. D'autres questions? C'est une question qui va peut-être apparaître un petit peu peut-être décalée, mais c'est en relation avec l'évolution du contexte juridique qui va se produire dans les entreprises. Comme vous le savez, il y a une directive européenne sur la transparence salariale qui aurait dû déjà être transposée dans notre droit le 7 juin, mais bon, tout le monde sait bien que ça ne se fera qu'en 2027 pour une application en 2028. Or, cette directive sur la transparence salariale, elle contient un certain nombre de dispositions, d'obligations qui vont contraindre les employeurs, notamment, alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait trop technique, mais à définir des catégories d'emploi et puis surtout à répondre aux interrogations des salariés. C'est-à-dire que les salariés, après ça peut être défini, je ne rentre pas dans les détails, ça peut être défini par accord collectif ou pas, mais il n'empêche que cela permettra d'instituer une procédure d'interrogation de l'employeur par les salariés, donc de manière à
comment dirais-je, alors certes, on pense à la réduction de l'égalité entre les salaires féminins et les salaires masculins d'abord, mais pas seulement, c'est d'une manière générale l'égalité salariale entre tous les salariés lambda, salariés représentants du personnel, etc., etc. Donc, est-ce que vous pensez que ce type de dispositif est de nature à améliorer la santé mentale et d'une manière générale les conditions de travail des salariés, ou est-ce que vous pensez au contraire que c'est susceptible de provoquer des effets pervers? Je fais là vraiment un travail de journaliste. Moi, ce que je peux répondre à ça, c'est par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le travail, potentiellement, est un facteur de bonne santé mentale, à condition qu'on ait des bonnes conditions de travail, et ça passe par un salaire correct. Donc s'il y a plus de transparence sur les salaires, et si ça nous donne l'opportunité peut-être de renégocier notre salaire, etc., et si ça amène à plus d'égalité, je pense que ça peut être tout à fait positif, mais c'est difficile d'en faire une généralité, quoi, parce que là, on fait un peu des hypothèses. Ça, moi, c'est mon passé de chercheuse où j'ai du mal à répondre à des questions si je ne suis pas sûre de ce que j'avance. Donc, voilà. Là encore, ma réponse, ça va être un point de vue. Je pense qu'on a, enfin, je ne sais pas si on a des données sur les effets produits par cette transparence. Si on regarde les facteurs, comment dirais-je, de promotion d'une bonne santé mentale, là je parle au sein du travail, ou les facteurs péjoratifs, ceux qui impactent la santé mentale des travailleurs, le sentiment, les gratifications en général sont un facteur très important. La souffrance au travail se manifeste assez souvent par un sentiment de perte de sens et de maladresse managériale au minimum qui n'intègre pas suffisamment un retour, des gratifications sur le sens de ce que les uns et les autres font. Le salaire fait partie de ces gratifications. Et donc, avoir le sentiment que l'on n'est pas, je dirais, défavorisé, c'est-à-dire qu'il y a cette transparence, elle peut conduire à un sentiment quand même d'égalité de soi par rapport aux autres. Et de ce point de vue-là, je pense que ça peut avoir des effets positifs. Mais j'avoue que c'est vraiment... vous me prenez un peu au débeauté, et je suis assez d'accord avec Julie Lachesse pour dire qu'on aimerait avoir des données sur les effets produits par cette transparence salariale. En tout cas, ça peut contribuer à contrecarrer le sentiment qu'on n'est pas rétribué à hauteur d'eux, ou qu'il y a un régime inégalitaire avec des choses qui sont des vrais poisons dans le sentiment de bien-être au travail, qui est de dire mon voisin est mieux payé que moi alors que je bosse plus que lui. Bon, enfin, donc mais vraiment, tout ça n'est pas très étayé scientifiquement. Voilà. Vous parliez de la gratification, en effet, ça c'est étayé? En tout cas, il y a un sujet que moi j'ai creusé plus particulièrement au moment de l'hémorragie des soignants. Vous savez qu'on a eu une période post-Covid où on avait jusqu'à 30% en moyenne. Ça veut dire qu'il y a des établissements où il y avait plus de staff médicaux et paramédicaux de postes vacants. Et les retours que l'on avait de cette situation, c'était les soignants quittent l'hôpital parce que voilà, il y a une perte de sens dans le métier de soignant. Enfin, en tout cas, il y a un ressenti de perte de sens dans le métier soignant parce que l'hôpital est devenu très bureaucratique, machine à produire des indicateurs de valorisation financière, ce qu'on appelle la marchandisation du soin. Enfin bon, et que tout ça a généré un sentiment de perte de sens. Dans cette perte de sens, en réalité, il y a deux phénomènes très différents derrière.
Il y a un premier phénomène qui est le burn-out, qui a considérablement augmenté chez les soignants, qui aboutit à des arrêts de travail. Et le burn-out, c'est assez simple, il y a des postes vacants, donc la charge en travail pour ceux qui restent est plus importante, donc ça génère du burn-out, donc des absences, donc des postes vacants. Donc il y a une espèce de cercle vicieux là autour de la manière dont les unités sont armées. Mais il y a un deuxième phénomène qui génère de cette perte de sens et donc de la souffrance au travail et donc des départs. C'est ce que j'ai intitulé, enfin c'est pas moi qui ai inventé ce terme, les blessures morales. Quand un soignant se retrouve en situation d'exercer en violant son code moral, son code de déontologie, ses valeurs éthiques, eh bien, ça génère de la perte de sens, et ça génère du désengagement. Et ça, c'est très différent du burn-out. Le premier renvoie à des organisations individuelles. Comment la prévention du burn-out s'opère et quelles sont les organisations individuelles qui permettent de prévenir que les personnes développent du burn-out. Le deuxième, la prévention des blessures morales, engage les valeurs de l'institution. Est-ce que l'institution protège ses professionnels de l'exposition à des situations qui n'ont pas de sens? Je veux dire, être obligé de faire sortir une gamine de 17 ans qui a fait sa première tentative de suicide parce qu'on ne trouve pas de lit, ça génère de la perte de sens, en disant mais c'est quoi ce travail que je fais avec des prises de risque pour cette gamine, maintenir attaché un patient qui ne va pas bien sur un brancard aux urgences pendant 24, 48, 72 heures parce qu'on ne trouve pas de lit d'aval, oui, ça génère de la perte de sens parce qu'on n'est pas du tout en accord avec le code moral, le code éthique et la déontologie dont on comporte. Donc, cette prévention des blessures morales renvoie aux valeurs portées par l'institution pour protéger les soignants de ce type de situation. C'est pas sans lien avec la question des gratifications. C'est-à-dire, finalement, le milieu professionnel doit veiller quand même, ça c'est ce que je viens de traiter, c'est plutôt l'aspect négatif, la prévention des situations de souffrance, mais il y a aussi un carburant qui est bien connu et qui contribue à donner du sens et à ce que les missions individuelles soient intégrées dans un collectif qui est gratifié pour les missions qu'il porte. Excusez-moi, j'ai souri, mais on a vu passer un chat. C'est l'heure pour elle de jouer, donc elle s'impatiente. Oui. Et je rebondis. Oui, voilà, je voulais vous demander sur les conflits éthiques. La question des moyens financiers, quoi. Quels sont les moyens financiers qu'on alloue au système public et notamment à l'hôpital? Parce que ces sujets de burn-out, de perte de sens, etc., ils sont directement liés à la question des moyens financiers et donc de décisions politiques qui sont prises à un niveau macro. Voilà. Pardon Julie, mais ça c'est un raccourci, au sens où les finances des hôpitaux vont plutôt bien quand il y a des postes vacants. Et nous, on a fait l'expérience dans la ventilation de moyens importants. Je vous rappelle que la feuille de route santé mentale et psychiatrie, c'est 3,6 milliards de moyens supplémentaires, de mesures supplémentaires. Et lorsqu'on a voulu allouer des moyens supplémentaires aux établissements, en psychologues, en médecins et en infirmiers, mais surtout en psychologues, les notifications financières ont été faites aux établissements, mais ils ne trouvaient pas les professionnels pour les embaucher. Donc, en fait, cette histoire, c'est pas qu'une histoire de moyens financiers, j'entends. Il y a un retard de financement du système de santé publique, enfin des hôpitaux publics au sens large, c'est pas propre à la psychiatrie, mais dans cette situation de postes vacants, c'est pas par défaut de financement que les hôpitaux se sont retrouvés en carence de soignants, puisque les postes ils étaient là, ils étaient vacants, mais on ne trouvait pas les agents à recruter. Oui, je parlais plutôt des risques psychosociaux au sens large dans les hôpitaux et pas juste dans les services de psychiatrie.
Une autre question? Un commentaire? Un sentiment? Et on s'arrêtera là? Alors? Oui? Bon. Eh bien, merci beaucoup. Merci.